Bonjour et bienvenue à l'une des capsules de Mauve Technologies qui aborde le sujet de la réglementation des technologies vertes et durables. Aujourd'hui, on va pouvoir répondre au rôle de la réglementation dans la promotion de ces technologies. Donc, quel est le rôle? C'est définitivement un rôle qui est crucial. Il faut savoir qu'il y a plus de 347 millions de tonnes de déchets électroniques non recyclés sur Terre en 2023. Seulement 17,4 de ces déchets sont collectés et correctement recyclés. Les technologies d'information font partie de ces déchets et il est important d'adresser cette situation afin de réduire l'impact environnemental. Donc, en ce qui concerne au rôle de la réglementation, ils sont nombreux, mais voici les plus importants. En termes de la sensibilisation, de la transparence et l'éducation, mais les réglementations peuvent exiger que les entreprises fournissent des informations transparentes sur l'impact environnemental de leurs produits et de leurs services, donc de permettre aux consommateurs et aux investisseurs de prendre des décisions éclairées. En termes du rôle de l'éducation, c'est vraiment un rôle d'information. Si les gens sont mieux informés, alors ils pourront faire de meilleurs choix et adopter les technologies vertes. En termes du partenariat et collaboration, bien, encourager la collaboration entre le secteur public et privé. Puis, en termes de collaboration, bien, on pourrait penser à la recherche et au développement, à l'établissement de plateformes de partage des meilleures pratiques. L'idée ici est d'ouvrir les canaux de communication. En termes des normes et exigences environnementales, il y en a plusieurs et elles ont plusieurs buts. Certaines peuvent être plus contraignantes, exemple en fixant des limites d'émissions. Ici, on pourrait penser au centre de données. Des normes peuvent exiger un niveau d'efficacité énergétique X ou encore favoriser l'utilisation de matériaux recyclables, donc, ou encore s'assurer d'une disposition adéquate et optimale en fin de vie des équipements. La famille des normes ISO 1404 porte sur l'analyse du cycle de vie de la technologie, mais ça, c'est simplement une des nombreuses normes qui pourrait être mentionnée aujourd'hui. En termes des politiques d'approvisionnement public, bien fait, ce serait de donner la priorité à ce type de technologie-là, verte et durable, lorsqu'on va en appel d'offres publics, par exemple. Ça ferait en sorte de stimuler la demande, de créer un marché pour ces technologies et donc encourager l'innovation dans ce domaine. En termes des incitatifs gouvernementaux, il y en a plusieurs. On pourrait penser aux réductions fiscales, à des prêts à des taux préférentiels, à des subventions, encore à des crédits d'impôt pour encourager les entreprises à adopter les technologies de l'information verte et durable. Donc, en résumé, les réglementations doivent s'assurer d'être évolutives, donc de s'adapter aux changements et au temps. Si on veut que les entreprises les mettent en application le plus rapidement possible, mais elles se doivent être équilibrées, claires et applicables. L'engagement des entreprises vers l'utilisation des technologies plus vertes touche toutes les parties de l'organisation et ça va être une priorité stratégique pour l'équipe de direction. Il faut se rappeler qu'il existe des risques à l'inaction et à ne pas se conformer. On peut penser aux risques financiers, réputationnels ou encore réglementaires. Plusieurs réglementations sont actuellement volontaires, mais deviendront obligatoires. Enfin, les technologies de l'information sont très reliées au centre de données. Viser l'efficacité énergétique ou encore encourager l'adoption de bonnes pratiques dans ce domaine est déterminant. Mes collègues aborderont ce sujet plus en détail dans les prochaines capsules. En terminant, j'aimerais vous laisser avec une question. Comment peut-on mettre en place des réglementations tout en favorisant l'innovation? Je vous remercie pour votre écoute. Passez une belle journée. Bienvenue chez Mauve Technologies, je suis Mahmoud Achour et je vais vous présenter deux exemples de l'utilisation des technologies de l'information verte et durable. Les deux exemples sont les centres de données écologiques et les centrales électriques virtuelles. Premièrement, les centres de données écologiques, en quoi sont-ils différents du centre de données classique? Ce sont des installations conçues pour minimiser l'impact environnemental de l'industrie du centre de données. Il utilise des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou géothermique pour alimenter leur opération. De plus, il adopte des pratiques de refroidissement efficaces afin de réduire la consommation d'énergie liée au refroidissement des installations. Il met également en place des techniques de virtualisation des serveurs, de gestion d'énergie, de recyclage et de gestion des déchets pour optimiser l'utilisation des ressources et réduire le déchet électronique. D'ailleurs, le Québec est considéré comme l'un des meilleurs endroits pour implanter des centres de données écologiques en raison de son approvisionnement en énergie propre et de son climat frais, ce qui réduit les besoins de refroidissement. Le deuxième exemple concerne les centrales électriques virtuelles. Mais avant d'expliquer ce qu'ils sont, permettez-moi de vous rappeler les fonctionnements traditionnels du réseau électrique, où nous avons des centrales électriques qui alimentent les maisons en électricité. Lorsque nous avons des pics de demande, nous utilisons des centrales de pointe
qui sont très polluantes car ils fonctionnent principalement au gaz naturel ou au charbon. La solution consiste à créer des centrales électriques virtuelles qui sont un élément essentiel du réseau intelligent. Les centrales électriques virtuelles regroupent de nombreuses petites ressources d'énergie grâce à un système numérique pour former une grande centrale électrique qui peut remplacer une centrale des pointes. Cette approche permet les transmissions bidirectionnelles d'électricité et utilise diverses sources d'énergie telles que euh, le batterie des véhicules électriques, le système de stockage d'énergie domestique, l'énergie renouvelable et aussi la réduction de la consommation. Grâce à cela, ils peuvent atteindre une capacité similaire à celle d'une centrale de pointe. Pour conclure, nos copiers approfondiront davantage les sujets des centres de données écologiques. Profitez-en. Bonjour, dans le monde de la technologie. Je vais vous parler de technologie de l'information verte et plus précisément du greenwashing observé dans les technologies numériques. Ma question est, y a-t-il beaucoup de greenwashing autour de la question des technologies de l'information verte? Et veuillez donner un exemple. Donc, premièrement, le greenwashing, c'est quoi? Le greenwashing, c'est tenter de rendre une compagnie plus verte qu'elle ne l'est en réalité en envoyant des signaux trompeurs aux clients, consommateurs et acteurs du marché. Puis ce qui cause la montée du greenwashing, c'est la croissance de la demande, la manque de définition commune, par exemple des manques de législation, et l'absence de données, parce que ça peut être difficile de quantifier les effets du cycle de vie d'un produit. Il est à noter que 72 des exécutifs en Amérique du Nord admettent que leur compagnie est coupable de greenwashing. Ainsi, oui, il y a beaucoup de greenwashing autour de la question des technologies d'information verte, comme dans plusieurs industries. Maintenant, analysons l'exemple de AWS, donc Amazon Web Services, les services de cloud offerts par Amazon. En 2019, Jeff Bezos s'était engagé à ce que Amazon, et spécialement AWS, utilise 100 d'énergie renouvelable d'ici 2030, que l'entreprise soit net zéro en carbone d'ici 2040, ainsi que de financer la reforestation. Donc, pour être en mesure de répondre à la question si AWS fait du greenwashing, on mentionne que pour s'assurer qu'un centre de données soit durable selon Schneider, il existe 5 éléments à bien suivre, notamment la consommation d'électricité et les émissions de GES. En utilisant le réseau d'électricité qui est alimenté par plusieurs sources d'énergie, c'est impossible de distinguer si cette électricité provient d'énergie renouvelable ou encore d'autres types d'énergie. Ce flou peut être possible, en fait, peut permettre à AWS de diminuer son impact environnemental de 90 à 95 %, que ce soit volontaire ou pas. Pour ce qui est des émissions de GES, il existe 3 types de scopes pour les émissions de GES. La portion la plus complexe à évaluer, c'est le 3e, soit les émissions indirectes des clients et des fournisseurs. Cette portion n'est toujours pas transparente et est même ignorée parfois. Aussi, la reforestation est utilisée dans l'équation de réduction des GES, alors qu'en réalité, ça peut être long avant que les arbres puissent avoir un réel impact. Pour se remettre en contexte des annonces de Jeff Bezos en septembre 2019, qui ont été mentionnées plus tôt, ça a eu lieu dans un contexte particulier. Il y avait plusieurs manifestations sur la planète, dont la manifestation de Montréal. Puis les employés d'Amazon aussi avaient fait une grève pour que l'entreprise pose des actions pour la planète. À ce moment-là, le PDG, Jeff Bezos, il a été à l'affût des 11 sources de perturbations, notamment la géopolitique et les médias, afin de communiquer qu'AWS allait adapter ses services pour l'environnement. Donc, pour finir, une petite question pour vous. Considérez-vous qu'il est simple d'identifier le greenwashing? Donc, merci. Puis pour vous aider à y penser davantage, voici une image du site du développement durable d'Amazon, puis de plus précisément AWS. Donc, merci et bonne soirée. Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo de Mauve Technologies. Nous allons parler des technologies vertes et durables et plus précisément de l'aspect financier. Ainsi, les clients sont-ils prêts à payer plus cher pour des solutions durables? Eh bien, pourquoi on ferait ça dans une société où on cherche toujours à avoir le prix le plus bas pour chaque chose? Il ne faut pas voir les solutions durables comme des dépenses, mais plus comme des investissements, que ce soit d'un point de vue économique, mais aussi en termes d'image de marque et de responsabilité sociale. Alors, dans ce cas, pourquoi le Green IT? Eh bien, pour réduire les impacts du numérique, qui représentent près de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et il y en existe 3 principales dans l'industrie du numérique. Ce sont les équipements pour 47%, les infrastructures réseau pour 28% et les data centers pour près de 25%. Il faut savoir que la consommation énergétique de ces 3 sources de pollution augmente de près de 9% par an. Ainsi, prenons par exemple la face cachée des smartphones et des ordinateurs.
Un nouveau laptop de 2 kg aura nécessité 103 kg de CO2 sur les 156 kg émis sur l'ensemble de son cycle de vie, ce qui représente près de 600 kg de matières premières mobilisées. Les data centers aussi, il y en a plus de 4500 répartis dans 122 pays et qui consomment beaucoup d'électricité. Ainsi, par exemple, prenons la Chine, ils sont à l'origine de 2,35% de la consommation d'électricité du pays et l'énergie chinoise est très carbonée à base de charbon. Ainsi, avec tous ces éléments cités plus haut, est-il intéressant de payer plus cher pour une informatique durable et verte? Est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça? La réponse est oui, car l'objectif de cette informatique est de réduire la consommation d'énergie et donc de rejeter moins de carbone, de réduire des déchets électroniques et de promouvoir la durabilité. Ainsi, il y a 5 raisons pour lesquelles les gens sont prêts à payer plus. La conscience environnementale en premier. Les nouvelles générations sont de plus en plus concernées par les questions écologiques et les gens prennent conscience de l'environnement grâce aux différentes COP et traités. Ainsi, ils veulent avoir des produits et des services qui sont en accord avec leurs valeurs et contribuent à un avenir plus vert. Ensuite, nous pouvons voir la responsabilité sociale des entreprises. Les investisseurs, les entreprises reconnaissent l'importance de la durabilité et l'impact sur l'environnement et intègrent ainsi à leur politique de responsabilité sociale et sont de plus en plus enclins à investir dans l'informatique durable, aidant ainsi à réduire leur empreinte carbone et démontrent leur engagement envers l'environnement. Il y a aussi les économies sur le long terme. Bien que l'informatique durable ait des coûts d'acquisition plus élevés et les économies se retrouvent sur le long terme. Par exemple, en utilisant des serveurs ayant une consommation énergétique réduite, contribuera sur le long terme, à réduire la facture d'électricité. Ainsi, en investissant sur des technologies et des équipements plus écologiques, les économies seront réalisées dépasseront sur le long terme le surcoût initial. Ensuite, nous avons le suivi des réglementations. Les gouvernements et les instances réglementaires ajoutent de plus en plus de réglementations pour promouvoir la durabilité et le respect de l'environnement. Les entreprises qui ne sont pas capables de respecter ces règlements font face à des amendes et des dommages réputationnels. Ainsi, investir dans l'IT durable et vert permet d'éviter ces dommages et ces problèmes légaux. Et en dernier, nous pouvons voir un avantage compétitif. Avec une prise de conscience qui augmente, il y a une demande croissante pour des produits et des services de plus en plus durables et éco-responsables. Et vous, voulez-vous investir dans une informatique plus verte et durable? Et le faites-vous? Bonjour, ici Serge-Olivier Paquette dans le cadre de Mauve Technologies. Aujourd'hui, je vais parler de centres de données écologiques. En particulier, je vais répondre à la question quelles mesures les entreprises peuvent-elles prendre pour rendre leur centre de données plus écologique et durable? Je vais donner 3 raisons de faire ainsi, 3 difficultés, puis 3 opportunités. Tout ça en 3 minutes. Donc, pourquoi les centres de données verts et durables? En fait, une grosse question de gestion de risque avec les changements climatiques, aussi une augmentation des prix de l'énergie, comme on l'a vu récemment. On veut se protéger face à de telles situations en optimisant. Puis, il y a aussi une partie de gestion des parties prenantes, donc comme il y a une demande de plus en plus grande de la part des consommateurs pour ces technologies-là. Donc, on estime qu'environ, en ce moment, dépendamment des calculs, 2 à 4 des émissions de CO2 du monde entier viennent des centres de données et ça ne fait qu'augmenter. C'est donc déjà une bonne raison de vouloir optimiser ces centres de coûts-là. Donc, quelles sont les opportunités qui existent? On parle de placement géographique, technologie de refroidissement, puis de mise en commun des ressources. C'est les 3 principales avenues d'innovation. Donc, en termes de géographie, de se placer près des sources d'énergie renouvelables peut aider les entreprises à réduire de 70 à 90% les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de se placer plus près d'endroits qui sont plus frais, parce que le refroidissement, c'est une des raisons, la génération de chaleur est une des principales sources de coûts énergétiques des centres de données. Ainsi, en utilisant des techniques de refroidissement modernes, comme l'immersion dans les liquides froids, on peut réduire le coût en énergie jusqu'à 90%, mais aussi juste avoir une circulation efficiente à l'intérieur des centres de données ou de mettre les centres de données sous l'eau, donc créer des centres de données sous-marins. On parle aussi d'une mise en commun des ressources, donc utiliser des centres de données publics permet de réduire le temps d'attente ou le temps d'occupation, d'augmenter le taux d'occupation des ressources jusqu'à 65%, contre 20 à 50% dans les centres de données privés. Donc, on parle d'architecture composable, d'avoir de la télémétrie et d'automatisation plus intelligente, des infrastructures de manière générale qui scalent plus facilement. 3 difficultés à implémenter ces choses-là. On parle de la croissance de l'utilisation des données qui ne va pas cesser, le gaspillage de ressources, puis la question de disponibilité qui rentre un peu en conflit avec ce qu'on a discuté précédemment. Donc, la croissance, on croit que d'ici 2030, les centres de données consommeront environ 10% de l'électricité mondiale. C'est massif, puis ça devrait augmenter. Donc, on génère de plus en plus de données, on utilise de plus en plus de données de technologies d'intelligence artificielle. Le gaspillage, créer des technologies plus efficientes, ça implique de remplacer les serveurs, puis malheureusement, c'est très difficile de réutiliser tout ce qui est le matériel qui devient désuet. En termes de disponibilité, on veut que les applications soient tout le temps disponibles pour avoir une évolutivité puis pour pouvoir croître selon la demande.
ça implique d'avoir des serveurs qui sont disponibles, donc non utilisés. Donc, ça entre un petit peu en conflit avec la question de mise en commun, mais d'utiliser des architectures intelligentes permet de résoudre à partie de ces problèmes-là. Donc, si on se projette dans un futur très, très, très lointain, on peut imaginer qu'on vive dans une simulation, puis comment, dans ce cas-là, on pourrait s'assurer de vivre dans une simulation dans un centre de données vert et durable? Je vous pose la question. Merci beaucoup.